Les camions de déménagement arrivent lundi, mon frère sourit. Papa a déjà approuvé. J'ai saisi mon téléphone. Le système de sécurité a bien sonné au mouvement détecté, intrusion enregistrée. Puis, j'étais assis à mon bureau, enfoui dans des plans de CVC commerciaux quand mon téléphone a vibré si fort qu'il a claqué contre ma tasse de café vide. J'ai balayé l'écran, m'attendant à un email d'un entrepreneur. Au lieu de cela, une alerte de mon application de sécurité domestique a clignoté en lettres rouges vives, mouvement détecté. Entrée principale. J'ai tapé sur la notification, mon pouce accélérant déjà. Le flux en direct s'est chargé et mon estomac s'est complètement noué. Garé en plein milieu de mon allée, bloquant la vue de ma magnifique villa lacustre à 920 000 €, se trouvait un énorme camion de déménagement déglingué. Debout sur le porche immaculé se tenait mon jeune frère, Corentin. Il affichait ce sourire arrogant et suffisant, faisant teinter une clé en laiton brillante dans sa main. Il y a seulement 3 jours, il était assis en face de moi à la table du dîner de famille, m'avait regardé droit dans les yeux et avait ricané, on prend la suite parentale lundi. Papa m'a donné les clés. Et maintenant, le cauchemar se déroulait en haute définition sur mon écran. J'ai zoomé. Il y avait mon père, Walter, faisant des signes agressifs aux déménageurs vers les marches d'entrée tandis que ma mère, Laurette, traînait une valise à fleurs sur la pelouse. Avant de vous raconter comment ma propre chair et mon sang ont tenté de s'emparer du sanctuaire pour lequel j'ai saigné, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui pense que ce qui est à vous est automatiquement à lui. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage blanche et aveuglante que j'avais réprimée pendant 33 ans. J'étais assis dans mon bureau, regardant le flux en direct de ma famille orchestrer une prise de contrôle hostile de ma propriété. Ils le faisaient vraiment. Ils croyaient sincèrement pouvoir se présenter, déverrouiller ma porte d'entrée et emménager toute leur vie dans la maison que j'avais sacrifié une décennie de ma vie pour acheter. J'ai regardé Corentin enfoncer la clé dans le pêne dormant avec confiance. Il l'a tournée. Rien ne s'est passé. Il l'a secouée, son expression suffisante vacillant un instant, puis a poussé son épaule contre la lourde porte en chêne. Elle n'a pas bougé d'un pouce. J'y avais veillé. Mais les regarder là, l'air complètement déconcerté par le fait que leur grand plan se heurtait à un mur, a fait craquer quelque chose en moi. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment une famille peut-elle être si profondément enracinée dans son propre droit délirant qu'elle pense pouvoir revendiquer une propriété de près d'1 million d'euros sans le consentement du propriétaire? Pour comprendre l'audace de ce qui se passait sur mon écran, il faut comprendre la dynamique profondément toxique qui définit toute mon existence. J'ai saisi mes clés de voiture, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes alors que je me précipitais hors du bureau. Mais ce que je ne savais pas en me dirigeant vers ma voiture, c'est que la véritable trahison n'était pas seulement devant ma porte. Elle était tissée dans le tissu même de la réalité tordue de ma famille, et les secrets qu'ils cachaient étaient sur le point de tout faire éclater. Le trajet de mon bureau à la villa lacustre prenait habituellement 45 minutes, mais mon esprit allait à 1000 à l'heure. Chaque borne kilométrique que je dépassais me rappelait l'histoire étouffante que je partageais avec les gens qui tentaient actuellement de pénétrer chez moi. L'audace était à couper le souffle. Pourtant, si j'étais complètement honnête avec moi-même, c'était entièrement prévisible. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, le cuir craquant sous la pression. Je ne me dirigeais pas seulement vers une situation d'intrusion. Je me dirigeais vers une confrontation qui couvait depuis mon enfance. Le téléphone sur le siège passager n'arrêtait pas de s'allumer. Appel manqué de papa, message de maman. Je les ai tous ignorés. Ils avaient perdu le privilège de mon attention dès l'instant où ils avaient loué un camion de déménagement derrière mon dos. J'avais passé ma vie entière à essayer d'être le bon fils, le responsable, celui qui ne demandait jamais rien et pourvoyait toujours à tout. Et voici ma récompense, une invasion littérale. Alors que l'autoroute s'étendait devant moi, l'adrénaline a commencé à se mêler à une profonde et épuisante tristesse. C'est une chose terrible de réaliser que les personnes censées vous protéger sont en fait celles dont vous avez besoin de protection. J'ai appuyé plus fort sur la pédale d'accélérateur, le moteur rugissant en réponse. Je n'allais pas les laisser gagner. Pas cette fois. Plus jamais. J'avais construit ma vie à partir de rien. Brique par brique, euro par euro, ils n'allaient pas traiter le travail de ma vie comme un trophée de participation pour l'enfant d'or. Je n'arrêtais pas de regarder l'écran du téléphone, le flux de sécurité toujours en cours dans une petite fenêtre.
Corentin donnait maintenant des coups de pied dans le bas de ma porte d'entrée, le visage rouge de frustration. Qu'il donne des coups de pied, ai-je pensé. Il était sur le point de découvrir que le frère qu'il avait méprisé toute sa vie n'était plus un paillasson. Pour comprendre pourquoi Corentin se tenait sur mon porche à exiger l'entrée, il faut parcourir le musée de mon enfance. J'étais l'enfant invisible, le bourreau de travail fiable. Dès que j'ai été assez grand pour tenir une lampe de poche, on s'attendait à ce que je sois utile. À 16 ans, je travaillais comme apprenti pour une entreprise locale de CVC. Je passais mes étés à ramper dans des greniers étouffants remplis de fibres de verre et à geler sur des toits industriels. Je rentrais à la maison avec de la graisse incrustée en permanence dans les plis de mes mains, sentant l'ozone et la poussière de métal. J'étais épuisé, mais j'étais fier. Je gagnais mon propre argent. Corentin, en revanche, avait 3 ans de moins et traversait pratiquement la vie sur un nuage de la validation incessante de nos parents. C'était l'enfant d'or. Pendant que je réparais des conduits pour acheter mes propres vêtements d'école, Corentin recevait les clés d'une berline neuve pour son diplôme de fin d'études secondaires. Parce que, comme le disait ma mère, il devait avoir l'air présentable pour l'université. Il n'a jamais eu de petit boulot. Il n'a jamais payé de facture de téléphone. Il existait juste. Et cela suffisait apparemment à justifier un soutien financier total. Le contraste était écœurant, mais c'était comme ça. Le vrai coup de grâce, celui qui me fait encore serrer la mâchoire, est arrivé quand j'avais 22 ans. Je travaillais à temps plein et je payais mes études du soir pour obtenir mes certifications d'estimation de projet. Je vivais à la maison pour économiser de l'argent, payant le loyer de mes parents, achetant mes propres courses et couvrant les factures de services publics, car, comme le disait mon père Walter, un homme paie son chemin. La même année, Corentin a décidé qu'il allait être entrepreneur. Il a abandonné son programme de licence en commerce pour lancer une start-up de crypto-monnaie avec ses frères de fraternité. Ce fut un désastre absolu. En 8 mois, il avait dépensé son capital de démarrage et réussi à accumuler des dettes massives. Mes parents l'ont-ils tenu responsable? Bien sûr que non. Ils m'ont assis à la table de la cuisine, la même table que j'avais achetée pour eux, et m'ont dit avec désinvolture qu'ils retiraient 45 000 € de leur épargne retraite pour renflouer Corentin. 45 000 €. Je me souviens d'être assis là, sentant la légère odeur de mes propres chaussures de travail, écoutant ma mère excuser son échec. Corentin est un visionnaire, Victor, m'a-t-elle dit, tapotant ma main tachée de graisse. Il prend des risques. Il est sensible. Tu es fort. Tu peux gérer le travail difficile. Il a besoin de notre soutien pour s'envoler. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que mon succès ne serait jamais célébré. Il serait seulement récolté. J'étais la fondation solide sur laquelle il pouvait se tenir tout en soulevant Corentin vers le ciel. C'est une ironie amère. J'ai littéralement fait carrière dans la construction de systèmes de régulation climatique, fournissant de la chaleur en hiver et de l'air frais en été pour de grands espaces commerciaux. J'ai passé ma vie à m'assurer que les environnements étaient confortables pour les autres. Pourtant, l'environnement au sein de ma propre famille n'était que froid, calculateur et complètement dépourvu de chaleur pour moi. Chaque promotion que j'obtenais, chaque augmentation que je gagnais, était accueillie par un bref signe de tête de mon père avant qu'il ne se tourne pour me demander si je pouvais aider à payer la dernière catastrophe de Corentin. J'ai déménagé peu après le renflouement de la crypto. J'ai vécu dans un minuscule et misérable studio qui sentait le chou bouilli et l'eau de Javel bon marché. Je travaillais 70 heures par semaine, me portant volontaire pour chaque heure supplémentaire, chaque roulement de vacances. J'amassais mon argent. Je vivais comme si j'étais fauché parce que je savais que si jamais je trébuchais, il n'y aurait pas de filet de sécurité pour moi. Personne n'allait vider sa retraite pour Victor. Au fil des ans, Corentin a sauté d'une fausse start-up à l'autre. Il portait du parfum cher, achetait des costumes sur mesure et parlait en grand de capital risque. Il projetait l'image d'un jeune célibataire riche. Mais je connaissais la vérité. Je savais que maman et papa payaient secrètement le minimum de ses cartes de crédit. Je savais qu'il était un parasite habillé de vêtements de marque. Mais je me suis tu. Je suis resté à ma place. Je me suis concentré sur mes plans, mes feuilles de calcul et mes comptes d'épargne. Je les ai laissés vivre dans leur délire parce que le confronter était trop épuisant. Je pensais que la distance et l'indépendance financière me protégeraient. Je pensais que si je travaillais assez dur et construisais ma propre forteresse,
leur toxicité ne pourrait pas m'atteindre. J'avais tort. Plus je réussissais, plus ils considéraient mes biens comme une extension du trésor familial. Ils ne voyaient pas mon travail acharné. Ils ne voyaient que des ressources qui étaient actuellement gaspillées parce qu'elles n'étaient pas utilisées pour soutenir Corentin. Restez, car vous ne croirez pas comment cet enfant d'or a réussi à transformer ses propres échecs catastrophiques en une arme contre le travail de ma vie. À 33 ans, toutes ces semaines de 70 heures de travail ont enfin porté leurs fruits. J'avais gravi les échelons pour devenir estimateur commercial principal. Je soumissionnais sur des projets de millions d'euros pour des stades et des hôpitaux. Mes revenus ont grimpé en flèche, mais mon mode de vie a à peine changé. Je conduisais un camion fiable, portais des vêtements simples et continuais d'épargner agressivement. J'avais un objectif, une obsession singulière qui me maintenait à travers les interminables corvées. Je voulais un sanctuaire, un endroit où le bruit du monde, et plus précisément le bruit de ma famille, ne pourrait pas m'atteindre. Après des mois de recherche, je l'ai trouvé. Une villa lacustre a coupé le souffle sur la côte. Elle coûtait 920 000 euros. C'était un engagement financier énorme, mais j'ai versé un acompte important et obtenu un excellent taux hypothécaire grâce à mon impeccable dossier de crédit. La maison était un chef-d'œuvre de design rustique moderne. Elle avait une terrasse en cèdre enveloppante qui surplombait l'eau, d'immenses baies vitrées qui laissaient entrer la lumière du matin et une suite parentale qui ressemblait à un complexe de luxe. Elle était isolée, paisible et, surtout, elle était entièrement à moi. Personne n'avait co-signé. Personne ne m'avait prêté un centime. C'était la manifestation physique de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. J'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère familiale. C'était un rare moment de fierté où je voulais réellement qu'ils voient ce que j'avais accompli. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ils me regarderaient enfin et diraient qu'ils étaient fiers. Quelle erreur de calcul catastrophique ce fut. La fête fut un désastre subtil dès l'instant où leurs pneus ont crissé sur mon allée de gravier. Corentin est arrivé dans une Porsche louée, affichant une expression suffisante qui ne correspondait pas à son statut de start-up supposément en difficulté. Il a traversé ma cuisine sur mesure, passant ses doigts sur les comptoirs en granit, et a marmonné que c'était un peu isolé pour un gars sans vie sociale. Mais ce sont ses yeux qui l'ont trahi. Ils étaient affamés. Il calculait la superficie, évaluait la valeur, regardant ma maison non pas comme un accomplissement, mais comme un actif. Les véritables signaux d'alarme, cependant, ont commencé à clignoter plus tard cet après-midi-là. Je portais un plateau de boissons de la cuisine quand j'ai fait une pause dans le couloir. La porte de mon bureau était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Walter, mon père, debout devant mon bureau. Il tenait la clé de rechange de la maison que j'avais laissée dans un bol décoratif. J'ai regardé, figé, alors qu'il pressait fermement la clé dans une petite barre de cire utilitaire molle qu'il avait sortie de sa poche, capturant les rainures et les coupes exactes. Il a remis la cire et la clé dans ses poches, complètement imperturbable. J'aurais dû le confronter là. J'aurais dû le jeter dehors, mais le vieux conditionnement a pris le dessus. Je ne voulais pas faire de scène. Je me suis dit qu'il était juste un père surprotecteur, voulant une clé en cas d'urgence. 20 minutes plus tard, les coups ont continué à pleuvoir. Je suis monté à l'étage pour prendre une serviette fraîche et j'ai trouvé Corentin dans ma suite parentale. Il ne se contentait pas de regarder autour de lui. Il avait un mètre ruban étiré sur le sol, notant les dimensions sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, ma voix tendue. Il a à peine levé les yeux. Juste pour voir si un grand lit double rentre dans cette alcôve. C'est une super chambre, Victor. Un peu gâché sur un célibataire qui travaille tout le temps, tu ne trouves pas? J'ai ri. Un rire tendu et inconfortable. Je l'ai fait sortir de la pièce, verrouillant la porte derrière lui. Tout au long du reste de la soirée, Laurette a fait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que c'était dommage qu'une maison avec 4 chambres n'ait qu'une seule personne y vivant. Elle a parlé fort de la façon dont les familles devraient partager leurs bénédictions. J'ai ignoré. J'ai fait griller les steaks, verser le vin et jouer l'hôte parfait. Quand ils sont finalement partis, je me suis tenu sur ma terrasse, écoutant le doux clapotis de l'eau contre le quai. Je me suis dit que leur comportement n'était que leur excentricité habituelle. Je l'ai rationalisé. Je me suis convaincu qu'ils étaient juste jaloux et l'exprimaient mal. J'étais un idiot complet. J'étais debout dans ma forteresse d'1 million d'euros,
totalement aveugle au fait que le pont-levis était déjà abaissé de l'intérieur. Ce week-end n'était pas une célébration de mon succès. C'était une mission de reconnaissance. Il faisait l'inventaire. Il mesurait les rideaux. Il volait les clés de mon royaume. Et je leur tendais les boissons pendant qu'ils le faisaient. Je me suis convaincu qu'ils étaient juste excentriques. J'étais un idiot. Ce week-end n'était pas une célébration. C'était une mission de reconnaissance. L'explosion s'est produite exactement 3 semaines plus tard, lors de notre dîner familial obligatoire du vendredi soir chez mes parents. C'était une tradition que je détestais mais que je tolérais par un sens du devoir mal placé. La salle à manger sentait toujours le pot-au-feu et les attentes pesantes. Je suis arrivé directement d'un chantier, fatigué mais impatient de passer un week-end tranquille au lac. Corentin est arrivé 30 minutes en retard comme d'habitude, traînant ses 2 enfants, Daphné et Florent, derrière lui. Son ex-femme avait la garde principale, mais c'était son week-end, ce qui signifiait que ma mère ferait tout le vrai rôle parental pendant que Corentin faisait défiler son téléphone. Pendant le dîner, l'atmosphère était exceptionnellement tendue. Walter coupait agressivement sa viande. Laurette échangeait des regards significatifs avec Corentin, et les enfants étaient inhabituellement silencieux. Je savais qu'un piège était en train d'être tendu. Je ne connaissais juste pas encore sa forme. Au moment du dessert, Corentin s'est éclairci la gorge, attirant l'attention de la pièce. « J'ai de mauvaises nouvelles », a-t-il annoncé, adoptant une expression de noble souffrance parfaitement élaborée. Mon propriétaire vend l'immeuble. Il nous met à la porte. Il veut rénover l'appartement et le revendre. Nous devons partir d'ici la fin du mois. J'ai fait une pause, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. C'est dur, ai-je dit, calculant mentalement si je devais lui offrir un petit prêt pour une caution sur un nouvel endroit. As-tu besoin d'aide pour trouver un agent immobilier? Je connais un gars qui est spécialisé dans les locations en centre-ville. Corentin a agité la main de manière dismissive, un sourire sournois se dessinant sur son visage. Pas besoin. Nous avons déjà un plan. Les camions de déménagement arrivent lundi. Nous emménageons chez toi. La pièce est devenue silencieuse. Le seul bruit était le bourdonnement du réfrigérateur. Je l'ai regardé, attendant le mot de la fin. Quand rien n'est venu, j'ai regardé mes parents. Ils hochaient tous les deux la tête en signe d'accord solennel. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Emménagez chez moi. Walter a laissé tomber sa fourchette sur son assiette avec un bruit fort. Oui, cela a parfaitement du sens. Tu as une immense maison avec 3 chambres vides. Corentin est de la famille. Il a besoin d'un endroit où rester. J'ai déjà approuvé. Tu as approuvé, ai-je répété. L'absurdité pure de la déclaration me faisait tourner la tête. C'est ma maison, papa. Je l'ai achetée. Je paie le prêt immobilier. Tu n'as pas à approuver qui y vit. Laurette a tendu la main à travers la table, essayant de me saisir la main, mais je me suis retiré. Victor, s'il te plaît, ne sois pas difficile, a-t-elle plaidé, sa voix dégoulinant de détresse fabriquée. Ton frère est en crise. Daphné et Florent ont besoin de stabilité. Tu as tout cet espace et tu es toujours au travail de toute façon. C'est juste temporaire. Peut-être 1 an ou 2, le temps que Corentin lance sa nouvelle start-up. 1 an ou 2. Je me suis levé, ma chaise raclant durement le parquet. J'ai regardé les gens qui étaient censés être ma famille. Je vais être incroyablement clair. Personne n'emménage chez moi. Ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un camp de réfugiés pour les terribles choix de vie de Corentin. La réponse est non. Absolument pas. Corentin a frappé du poing sur la table. Sale égoïste. Je suis ton frère. J'ai des enfants. Tu vas juste accaparer ce manoir géant pendant que mes enfants dorment dans la rue? Ils ne vont pas dormir dans la rue, Corentin. Tu conduis une voiture à 90 000 €. Vends la Porsche et loue un appartement normal comme un adulte normal, ai-je rétorqué, ma voix montant. Walter s'est levé, le visage violet de rage. Ne parle pas ainsi à ton frère. La famille s'entraide. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tu vas leur ouvrir tes portes, ou sinon, par tous les saints, ou quoi, ai-je défié, me penchant sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Me punir?
Je suis un homme de 33 ans. Je possède ma propriété et je vous le dis ici et maintenant, si l'un de vous se présente à ma propriété avec un camion de déménagement, j'appellerai la police. Daphné a commencé à pleurer, effrayée par les cris. Laurette a immédiatement tiré la fillette dans ses bras, me lançant un regard de pur venin. Regarde ce que tu as fait, Victor. Tu es en train de briser cette famille à cause de ta propre avidité. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de raisonner avec eux. Ils vivaient dans une réalité alternative où mes biens étaient une propriété communale et mes limites n'étaient que des suggestions à ignorer. J'ai saisi ma veste au dos de la chaise. Je m'en vais. Ne vous présentez pas chez moi. Je suis sérieux. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, Corentin m'a crié « On prend la suite parentale, lundi, Victor ?» Papa m'a donné les clés. J'ai claqué la porte derrière moi, tremblant de fureur. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous quitté la pièce tout de suite ou seriez-vous resté pour vous battre? Parce que ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Le retour de ce dîner désastreux fut un mélange d'adrénaline et d'incrédulité. Au moment où je suis arrivé dans mon allée, la guerre psychologique avait déjà commencé. Mon téléphone explosait. Les « singes volants » avaient été lâchés. Dans la dynamique familiale, les singes volants sont les proches et amis que les abuseurs toxiques manipulent pour faire leur sale travail, assaillant la victime de culpabilité et de honte. Le premier est venu un SMS de tante Béatrice. C'était une femme qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans, mais qui avait soudain des opinions bien arrêtées sur ma moralité. Je ne peux pas croire que tu mettes des biens matériels au-dessus de tes propres neveux, a-t-elle écrit, tu es devenu un matérialiste froid et avide. L'argent t'a ruiné. Puis est venu un énorme paragraphe de ma cousine Patricia. Corentin pleure. Il ne sait pas comment expliquer à ses enfants que leur oncle riche les déteste. As-tu perdu la tête, Victor? Laisse-les au moins rester au sous-sol. J'étais assis dans mon camion, le moteur éteint, lisant message après message. Le récit avait déjà été filé. J'étais le méchant riche et avare accaparant son manoir, et Corentin était le père tragique et travailleur qui essayait juste de garder un toit au-dessus de la tête de ses enfants. C'était une campagne magistrale d'assassinat de caractère. Mais alors que j'étais assis là, la colère a commencé à se solidifier en quelque chose de tranchant et de tactique. Je connaissais Corentin. Je savais qu'il n'était pas une victime. Je savais qu'il avait orchestré cette crise. Je devais juste comprendre pourquoi il était si désespéré de pénétrer spécifiquement chez moi. Pourquoi ne pas louer un endroit moins cher? Pourquoi ne pas emménager chez nos parents? Cela m'a frappé comme une tonne de briques. La villa lacustre était le symbole de statut ultime. Corentin était profondément peu sûr de lui, essayant constamment de projeter une image de richesse extrême sur Instagram pour attirer des investisseurs pour ses startups bidons. Vivre dans un appartement exigu ou dans sa chambre d'enfant détruirait sa persona soigneusement élaborée. Mes posters des selfies depuis la terrasse enveloppante d'une propriété au bord de l'eau à 920 000 €. Cela le ferait passer pour un millionnaire de la technologie. Il ne voulait pas seulement un abri. Il voulait mon style de vie. Il voulait voler mon succès et le porter comme un costume. Je suis entré dans ma maison sombre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis tenu dans l'entrée, pensant à ce que Corentin m'avait crié dans le dos, « Papa m'a donné les clés ». Cette empreinte de cire. Walter avait en fait une clé dupliquée. Le profond sentiment de violation m'a fait frissonner. Il prévoyait de juste entrer. Le samedi matin à 8 h, un serrurier commercial s'est garé dans mon allée. Je ne plaisantais pas avec les serrures résidentielles standards. Je lui ai fait installer des peines dormants électroniques robustes à clavier sur chaque porte extérieure, le genre de serrures utilisées sur les immeubles de bureaux de haute sécurité. J'ai choisi des codes complexes et désactivé toute annulation de clés physiques. Le claquement métallique lourd de ces peines dormants s'engageant fut le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des mois. Ensuite, vint le technicien de sécurité. J'ai dépensé près de 4 000 € pour améliorer mon système existant. Nous avons installé des caméras haute définition à 360 degrés le long du périmètre, de l'allée et des porches. Elles étaient équipées de capteurs de mouvement, de vision nocturne et d'enregistrement audio bidirectionnel. J'ai tout synchronisé avec mon téléphone. Je voulais un périmètre numérique si étroit qu'un écureuil ne pourrait pas traverser ma pelouse sans que je le sache. Tout le week-end, le harcèlement a continué.
Mon téléphone a vibré sans relâche. Walter a laissé un message vocal ressemblant à celui d'un chef de la mafia. C'est votre dernier avertissement, Victor. Vous allez laisser entrer votre frère lundi ou vous êtes mort pour cette famille. Laurette a envoyé des photos des enfants l'air tristes. Corentin m'a envoyé par SMS une liste de mes propres meubles. Il voulait que je les déplace dans le garage pour faire de la place pour ses affaires. C'était surréaliste. Ils agissaient avec une confiance absolue et inébranlable qu'ils allaient gagner. Ils croyaient que parce qu'ils m'avaient toujours intimidé par le passé, je finirais par céder sous la pression. Ils pensaient que mon silence du week-end était un signe de reddition. Mais je ne me rendais pas. Je me préparais. J'ai passé dimanche à nettoyer ma maison, à organiser mes dossiers et à m'assurer que mon sanctuaire était en parfait ordre. J'ai ressenti un étrange calme m'envahir. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de leur colère. J'étais prêt pour elle. Le piège était tendu, les murs étaient fortifiés, et tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils tombent dedans. Le coup psychologique du week-end était lourd, mais la fortification de ma maison m'a donné du pouvoir. Le calme avant la tempête était agonisant, mais ce n'était rien comparé à la bombe absolue qui était sur le point de tomber dimanche soir. Juste au moment où j'essayais de dormir avant l'inévitable confrontation du lundi matin, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un numéro de la brigade familiale hostile habituelle. C'était mon cousin Kevin. Kevin était un gars intelligent et direct qui travaillait comme auditeur financier à Lyon. Nous n'étions pas incroyablement proches, mais nous nous étions toujours respectés. J'ai décroché le téléphone, m'attendant à un autre voyage de culpabilité. Salut Kevin, devine quoi? Tu m'appelles pour me dire que je suis un monstre parce que je ne laisse pas Corentin transformer ma maison en une maison de fraternité? Kevin a poussé un soupir lourd. En fait, mec, j'appelle parce que rien de tout ça n'a de sens. Je viens de raccrocher avec ta mère. Elle est hystérique. Mais Victor, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi enfermes-tu Corentin hors d'une maison qu'il a payée? Je me suis figé. Le silence à mon bout du fil était assourdissant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Kevin a hésité. Corentin a dit à toute la famille qu'il t'avait donné la compte pour la Villa Lacustre. Il a dit que sa start-up avait explosé. Il voulait investir dans l'immobilier et il a utilisé ton nom pour le prêt immobilier pour t'aider à construire ton crédit. Il a dit à tout le monde qu'il était le copropriétaire silencieux de la propriété. L'audace du mensonge était si massive, si incroyablement psychotique que j'ai en fait laissé échapper un rire aigu et essoufflé. Un copropriétaire? Kevin, Corentin n'a pas 2 centimes à frotter l'un contre l'autre. Il est fauché. J'ai acheté cette maison avec mon propre argent de mon propre salaire. Il n'a absolument aucune prétention sur elle. Tu es sérieux? A demandé Kevin, sa voix baissant d'un octave. Parce qu'il dit à tout le monde que tu essaies de voler son investissement, que la raison pour laquelle il emménage est qu'il est légalement en droit de la propriété. Il a même montré à tante Béatrice une sorte de document imprimé. Mon sang s'est complètement glacé. Ce n'était pas juste un frère prétentieux demandant une faveur. C'était une fraude calculée et malveillante. Corentin essayait activement de construire un faux récit selon lequel il possédait ma maison. Il était en train de construire un cadre juridique et social pour s'emparer de ma propriété. Kevin, écoute-moi attentivement. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qu'il a dit d'autre. Nous avons parlé pendant 30 minutes de plus. Kevin a révélé que Corentin prétendait que son immeuble n'était pas vendu. Il prétendait qu'il choisissait de quitter son appartement de luxe pour venir vivre dans sa villa lacustre afin de garder un œil sur son investissement, parce que j'agissais de manière erratique. Quand j'ai raccroché le téléphone, le dernier brin d'obligation familiale que j'avais avait disparu. Il s'était évaporé dans l'air, remplacé par un désir froid et calculateur de détruire complètement son récit. Il voulait jouer au magnate de l'immobilier avec le travail de ma vie. Très bien. Il était temps de lui montrer comment un vrai homme d'affaires gère une prise de contrôle hostile. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé directement à la base de données des registres publics du comté. J'ai cherché son nom et son complexe d'appartements actuel. Il m'a fallu 15 minutes de fouille dans les dossiers des tribunaux civils pour trouver exactement ce que je savais devoir être là, un avis d'expulsion. Corentin ne partait pas par choix. Il était légalement expulsé pour non-paiement de loyer. Il avait 4 mois de retard. J'ai continué à fouiller.
J'ai effectué une recherche d'antécédents à l'aide de certains de mes outils immobiliers commerciaux. J'ai trouvé les registres publics des privilèges. La Porsche à 90 000 €. Elle était fortement sous-cotée et la société de leasing avait déjà déposé des papiers pour la saisie. J'étais assis dans la lueur de mes moniteurs, téléchargeant les fichiers PDF. J'ai appuyé sur imprimer. L'imprimante laser dans le coin de mon bureau a ronronné, crachant des pages de papier chaud et net. Le son de l'imprimante était le son de la destruction imminente. J'ai rassemblé l'avis d'expulsion, les dossiers de saisie de véhicules et une copie certifiée de mon propre acte de propriété montrant mon nom et seulement mon nom comme seul propriétaire. Je les ai tous glissés dans un lourd dossier en carton. Corentin voulait une guerre. Il voulait traîner mon nom dans la boue et voler mon joyau, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait apporté des mensonges à un combat contre un homme qui avait passé sa vie à traiter des faits froids et durs. J'ai placé le dossier près de la porte d'entrée. Les pênes dormants électroniques brillaient d'une faible lumière verte dans l'obscurité. Je n'étais plus le fils invisible et maltraité. J'étais le maître de mon domaine, et l'enfant d'or était sur le point de faire face à un jugement qu'il n'oublierait jamais. Corentin voulait jouer au magnate de l'immobilier avec le travail de ma vie. Il était temps de lui montrer comment un vrai homme d'affaires gère les prises de contrôle hostiles. La lumière du soleil se reflétant sur mon pare-brise ne faisait rien pour réchauffer la colère glaciale qui coulait dans mes veines. Le trajet de mon bureau commercial à la Villa Lacustre fut un flou d'asphalte et d'adrénaline. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet, l'écran toujours allumé avec le flux en direct de mes caméras de sécurité. La situation sur mon Porsche dégénérait rapidement en un cirque d'égocentrisme toxique. J'ai gardé le pied fermement appuyé sur l'accélérateur, écoutant la progression agonisante de ma famille tentant de pénétrer dans ma forteresse. J'avais préparé le dossier en carton la nuit précédente, le posant sur le siège passager comme une arme chargée. Il contenait la destruction absolue de la fausse réalité de Corentin. Grâce à l'audio de la caméra, je pouvais entendre la panique pure s'installer. Walter se tenait près de la lourde porte en chêne, enfonçant agressivement la clé dupliquée qu'il avait fabriquée dans le nouveau pêne dormante électronique. Bien sûr, elle ne rentrait pas. La serrure n'avait même plus de trou de serrure standard. C'était un système de clavier numérique conçu pour la sécurité commerciale. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça, a aboyé Walter, son visage virant au cramoisi alors qu'il frappait un poing lourd contre le cadre de porte renforcé. Il a changé les serrures. L'ingrat a vraiment changé les serrures. Laurette faisait les 100 pas sur la terrasse immaculée en cèdre. Sa valise à fleurs était abandonnée près des marches. Elle tenait son téléphone à l'oreille, me laissant frénétiquement un autre message vocal. « Victor, réponds au téléphone tout de suite », a-t-elle crié dans le combiné, sa voix résonnant à travers le microphone haute définition. « Nous avons un camion de déménagement ici qui paie à l'heure. Les déménageurs attendent. Arrête de faire une crise et donne à ton frère le code d'accès. » J'ai laissé échapper un rire dur et amer qui a résonné dans la cabine vide de mon camion. Une crise? Elle appelait ma défense de ma propriété à 920 000 € une crise. C'était ahurissant à quel point leur délire était profond. Sur le côté, appuyé contre sa Porsche louée, se trouvait Corentin. Il essayait de maintenir son aura de fondateur de start-up à succès devant les 3 déménageurs costauds qui se tenaient près du camion, mais il échouait lamentablement. Il transpirait à travers sa chemise de créateur. Les déménageurs, vêtus d'uniformes bleus assortis, se tenaient les bras croisés, l'air incroyablement agacé. « Écoute, mec », a dit le chef d'équipe, s'avançant. « On déménage ces meubles ou quoi? On a un autre boulot de l'autre côté de la ville à 14 heures. On ne peut pas rester là à vous regarder vous battre avec la porte. » Corentin a agité nerveusement les mains. « Donnez-nous juste une minute. Mon frère a juste un problème technique avec son système de maison intelligente. C'est le gars de la technologie, vous savez. Il a probablement juste réinitialisé le Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Il est en route pour le réparer. Nous sommes copropriétaires de cet endroit, alors commencez simplement à décharger les cartons sur la pelouse. » L'audace du mensonge m'a fait serrer le volant jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Il jouait toujours la carte du copropriétaire. Il essayait toujours de construire une réalité où mes 10 ans de semaine de travail de 70 heures, mes mains calleuses et mon compte d'épargne vidé lui appartenaient en quelque sorte. Alors que je tournais sur la dernière route sinueuse menant au lac, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur.
Je portais un costume anthracite bien taillé pour une présentation client que j'avais prévue plus tard dans la journée. Ma cravate était parfaitement nouée. J'avais l'air de l'estimateur de projet principal que j'étais. J'avais l'air d'un homme qui maîtrisait sa vie. J'ai contrasté cela avec la scène chaotique, moite et désespérée qui se déroulait sur ma pelouse. Pendant toute mon enfance, il m'avait fait me sentir petit, sale et secondaire. Aujourd'hui, les rôles étaient définitivement inversés. Le crissement de mes pneus sur l'allée de gravier était le son le plus fort du monde. Au moment où mon lourd camion est apparu, l'activité frénétique sur le porche s'est arrêtée net. Les déménageurs se sont tournés pour me regarder. Walter a retiré sa main de la porte. Laurette a baissé son téléphone. Corentin s'est redressé, les yeux écarquillés, ressemblant à un cerf pris dans les phares de la réalité. J'ai mis le camion en stationnement, coupé le moteur et pris le lourd dossier en carton sur le siège passager. Je n'ai pas eu de précipitation. J'ai pris mon temps pour ouvrir la porte, sortir sur l'allée et ajuster ma veste de costume. La brise matinale fraîche du lac bruissait dans les arbres, offrant un arrière-plan paisible à la guerre absolue qui était sur le point d'éclater. « Eh bien » a crié Walter, descendant les marches du porche vers moi, la poitrine bombée dans sa posture autoritaire classique. « Es-tu fier de toi ? Garder ta propre famille enfermée comme des criminels. Ouvre cette porte tout de suite, Victor. Je ne joue pas avec toi. » Je l'ai regardé sans rien ressentir. La peur qui me paralysait autrefois quand il criait avait complètement disparu. Je n'étais plus un apprenti effrayé de 16 ans. « Qu'est-il arrivé à la clé que tu as volée sur mon bureau, papa ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. L'empreinte de cire n'a pas fonctionné. La couleur a instantanément fui du visage de Walter. Il s'est arrêté net. Mais ils étaient sans voix, et Corentin n'avait pas fini de creuser sa tombe. Il était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa misérable vie. Le silence qui a suivi ma question était assourdissant. Le seul bruit était le doux clapotis de l'eau du lac contre mon quai privé. Walter a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, entièrement dépouillé de sa fausse autorité. Il savait que je savais. Le vol secret de la clé de rechange était exposé au grand jour, révélant la vilaine vérité qu'ils avaient prémédité cette invasion. Laurette, cependant, a refusé de céder le récit. Elle a dévalé les marches, s'interposant entre mon père et moi. « Tu es paranoïaque, Victor » a-t-elle crié, agitant les bras de façon dramatique. Ton père essayait juste d'être utile. Il voulait une clé pour les urgences, et c'est une urgence. Ton frère a besoin d'un toit au-dessus de sa tête, et tu le traites comme un étranger. Regarde Daphné et Florent. J'ai jeté un coup d'œil vers les portes ouvertes de la mini-fourgonnette garée derrière la Porsche. Les deux enfants étaient assis sur la banquette arrière, fixant leur iPad, inconscients de la faillite financière et morale de leur père. J'ai ressenti un pincement de pitié pour eux, mais je n'allais pas me sacrifier pour garder Corentin au chaud. J'ai tourné mon attention vers l'enfant d'or. Corentin se tenait toujours près des déménageurs, essayant de projeter une attitude décontractée et insouciante. « Allez, Victor » a dit Corentin, tentant un rire fraternel forcé qui ressemblait plus à un étouffement. « Arrête de faire ta drama queen devant les employés. Tu te ridiculises. Juste entre le code dans la porte pour qu'on en finisse. On a beaucoup de meubles à déménager. » J'ai lentement remonté l'allée, réduisant la distance entre nous. Les trois déménageurs ont senti la tension et ont instinctivement reculé de quelques pas, croisant les bras et regardant le drame familial se dérouler comme un spectacle télévisé gratuit. « Tu as dit à tout le monde que tu étais copropriétaire de cette maison, Corentin » ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pelouse. « Tu as dit à Kevin que tu m'avais donné la compte. Tu as dit à tante Béatrice que tu avais mis mon nom sur le prêt immobilier pour m'aider avec mon crédit. » Le faux sourire de Corentin a disparu. Il a jeté un coup d'œil nerveux au déménageur. « Baisse la voix, Victor. On peut en parler à l'intérieur. Ouvre juste la porte. » « Nous n'allons pas à l'intérieur, » ai-je répondu, m'arrêtant juste devant sa voiture de luxe louée. « Et nous ne baissons certainement pas la voix. Tu veux jouer au magnate de l'immobilier à succès ? Jetons un coup d'œil à ton portefeuille. » J'ai soulevé le lourd dossier en carton et l'ai claqué sur le capot élégant de sa Porsche à 90 000 €. Le claquement fort a fait sursauter Laurette. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Walter,
sa voix tremblante alors qu'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. Ça, papa, c'est la vérité, ai-je dit, fixant mon père droit dans les yeux. Tu m'as dit que le propriétaire de Corentin vendait l'immeuble. Tu m'as dit qu'il déménageait par choix. C'était un mensonge. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le premier document, un épais paquet avec un tampon rouge du tribunal du comté sur le coin supérieur. Je l'ai tenu pour que les déménageurs, mes parents et Corentin puissent tous le voir clairement. Ceci est un avis d'expulsion ordonné par le tribunal, ai-je annoncé, articulant chaque syllabe. Corentin ne quitte pas son appartement de luxe parce que l'immeuble est vendu. Il est expulsé de force par la gendarmerie demain matin parce qu'il n'a pas payé son loyer depuis 4 mois. Il est complètement fauché. Laurette a halté, portant une main à sa bouche. Elle a regardé Corentin, les yeux écarquillés de choc. Corentin, de quoi parle-t-il? Tu as dit que ta start-up venait d'obtenir un deuxième tour de financement. Corentin était complètement figé. Son visage avait la couleur de la neige sale. Il a balbutié, regardant frénétiquement entre ma mère et moi. C'est juste un problème temporaire de trésorerie, maman. La banque a fait une erreur avec les virements. Une erreur de virement qui a duré des mois, ai-je rétorqué en sortant le deuxième document. Alors explique ça. Ceci est un dépôt de privilège public de la société de leasing automobile. Ils ont déjà soumis les papiers pour la saisie. Cette Porsche contre laquelle tu t'appuies. Celle que tu montres sur Instagram pour faire croire à tout le monde que tu es millionnaire. La dépanneuse la recherche activement en ce moment. Tu es endetté jusqu'au cou, Corentin. Et au lieu d'agir comme un homme et d'emménager dans un appartement bon marché, tu as décidé de mentir à toute la famille et d'essayer de détourner ma maison d'1 million d'euros pour maintenir ton mode de vie pathétique et faux. La dévastation était absolue. Walter semblait avoir été physiquement frappé. L'enfant d'or, le visionnaire qu'il avait ruiné sa retraite pour soutenir, était entièrement exposé comme un fraudeur. L'illusion qu'ils avaient vénérée pendant 30 ans était brisée sur mon allée. Mais un narcissique ne tombe jamais sans se battre. Au lieu de ressentir de la honte, Corentin s'est senti acculé, et un rat acculé fera tout pour s'échapper. Ses yeux ont balayé sauvagement, et il a fouillé dans sa poche, sortant son téléphone portable. Ses mains tremblaient violemment. « Tu te crois si malin, Victor » a craché Corentin, sa voix se brisant de pure malice. « Tu crois que tu peux voler ma propriété et m'humilier? On verra ça. » Il a composé 3 numéros et a mis le téléphone à son oreille. « Oui, le 17. J'ai besoin d'une assistance policière immédiatement. Je suis à ma propriété sur la côte et mon frère fou s'introduit par effraction et refuse de me laisser entrer chez moi. Il devient violent. Envoyez une voiture de police tout de suite. » Il a raccroché, un sourire malsain et triomphant revenant sur son visage. L'enfant d'or était sur le point d'apprendre que jouer la victime devant la police a des conséquences dévastatrices. L'audace de Corentin d'appeler les services d'urgence pour me signaler pour intrusion sur ma propre propriété était si stupéfiante que, pendant un instant, personne n'a bougé. Le chef d'équipe des déménageurs a sifflé longuement et gravement, a secoué la tête et a ordonné à ses hommes de s'asseoir sur le haillon de leur camion. Ils ne toucheraient pas un seul carton tant que la loi n'aurait pas réglé ce gâchis. Laurette a commencé à paniquer, saisissant le bras de Walter. Corentin, raccroche. Rappelle et annule. Nous n'avons pas besoin de la police dans les affaires de famille. C'est trop tard pour ça, maman, a ricané Corentin, faisant les 100 pas nerveusement autour de sa voiture sur le point d'être saisi. Victor veut jouer au dur avec des documents légaux. Très bien. J'ai aussi un document. Il a sorti un morceau de papier froissé de la poche de sa veste, l'agitant comme une baguette magique. Les sirènes sont devenues audibles au loin, déchirant l'air paisible du matin. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fermé mon dossier en carton, posé mes mains sur mes hanches et attendu. J'avais la vérité absolue de mon côté, appuyée par les registres du comté et des preuves irréfutables. En 10 minutes, une voiture de la gendarmerie du comté est arrivée en rugissant sur l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière avant de s'arrêter brusquement derrière le camion de déménagement. La porte s'est ouverte et un officier grand et large d'épaule est sorti. Son badge portait le nom de shérif Langlois. Il avait les cheveux grisonnants, une expression sévère et la posture indubitable d'un homme qui n'avait aucune patience pour les bêtises. Très bien, qui a appelé la centrale, a demandé le shérif Langlois,
posant une main sur sa ceinture de service alors que son regard balayait la scène bizarre. La mère en larmes, le père stupéfait, le frère souriant, et moi, debout calmement dans un costume bien taillé. « C'est moi, officier », a dit Corentin en sprintant pratiquement vers le shérif, adoptant son ton le plus pathétique et victimisé. « Mon frère ici m'a enfermé hors de ma maison. Il a changé les serrures ce week-end sans ma permission. Mes enfants sont dans la voiture. Nous avons un camion de déménagement qui paie à l'heure et il refuse de nous laisser entrer. Il essaie de voler mon investissement immobilier. » Le shérif Langlois a levé un sourcil, sortant un petit carnet de sa poche. « D'accord, prenons les choses étape par étape. Qui est le propriétaire légal de cette propriété ? » « C'est moi, » ai-je dit, m'avançant. « Je m'appelle Victor. C'est ma résidence. » « Il ment », a interrompu Corentin bruyamment. « Je suis un copropriétaire silencieux. J'ai fourni la compte. J'ai la preuve ici. » Corentin a agressé le shérif avec le papier froissé. Langlois l'a pris, l'a déplié et a passé environ 10 secondes à le lire. Je n'avais même pas besoin de le voir pour savoir ce que c'était. C'était probablement un faux accord que Corentin avait tapé sur son ordinateur portable, complètement dépourvu de toute valeur légale ou de notarisation. Langlois a soupiré lourdement, rendant le papier à Corentin. « Monsieur, ceci est un morceau de papier imprimé avec une signature tapée. Ce n'est pas un acte de propriété. Ce n'est pas un contrat légal. Cela ne signifie absolument rien. » Corentin en est resté bouche bée. « Mais je lui ai donné l'argent. C'est un contrat verbal. Nous sommes de la famille. » Le shérif Langlois s'est tourné vers moi. « Monsieur, avez-vous une pièce d'identité et une preuve de résidence ?» J'ai ouvert le dossier en carton. Je lui ai tendu mon permis de conduire, qui portait clairement l'adresse de la villa lacustre. Puis je lui ai tendu la copie certifiée de l'acte de propriété. Il portait le sceau officiel du comté, le filigrane et mon nom figurant comme le propriétaire unique et exclusif. Langlois a examiné les documents attentivement. Il a hoché la tête, me les rendant. « Tout semble en ordre ici. C'est votre propriété. » « J'ai aussi ceci, officier, » ai-je ajouté, sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai diffusé l'enregistrement d'il y a 20 minutes. L'audio cristallin de Walter essayant d'utiliser une clé dupliquée volée pour forcer la porte et Corentin exigeant le code d'accès. Le shérif Langlois a regardé la vidéo, son expression se durcissant. Il s'est tourné lentement pour faire face à Corentin, qui transpirait maintenant abondamment et reculait vers ses parents. « Permettez-moi de vous expliquer exactement ce qui se passe ici, » a dit le shérif Langlois, sa voix baissant à un grondement autoritaire dangereux. « Vous avez appelé les services d'urgence pour signaler faussement un crime. Vous avez présenté un document falsifié à un agent des forces de l'ordre. Et selon cette vidéo, vous et votre père tentiez activement de forcer l'entrée dans une propriété que vous ne possédez pas. » Walter a essayé d'intervenir, levant les mains de manière défensive. « Maintenant, attendez, officier. C'est juste un malentendu entre frères. Nous sommes une famille. Nous essayons juste de... » « Je me fiche que vous soyez le pape, » a claqué le shérif Langlois, coupant complètement mon père. « Les droits de propriété ne disparaissent pas parce que vous partagez le même nom de famille. » Le shérif a pointé un doigt sévère sur Corentin. « Vous avez exactement 15 minutes pour faire sortir ce camion de déménagement de la propriété de cet homme. Si vous ou un membre de votre famille mettez les pieds sur cette allée après cela, je vous menoterai personnellement pour intrusion criminelle et dépôt d'un faux rapport de police. Me comprenez-vous ? » Corentin était complètement anéanti. Il a hoché faiblement la tête, incapable de parler. L'autorité suprême avait parlé, et l'enfant d'or était enfin brutalement tenu responsable. Si vous appréciez la destruction absolue de la fausse réalité de Corentin, tapez le mot fini dans les commentaires ci-dessous. C'est le code secret pour les vrais fans qui sont allés aussi loin, et je lirai et répondrai personnellement à chaque commentaire avec ce mot-clé. Finissons cela. Le compte à rebours avait commencé. 15 minutes. Le shérif Langlois se tenait près de sa voiture, les bras croisés, observant la scène avec l'intensité inébranlable d'un faucon. Le silence qui s'est abattu sur ma famille était absolu et suffocant. La grande illusion de leurs droits s'était heurtée au mur infranchissable de la loi, et l'impact les avait réduits en miettes. Le chef d'équipe de la société de déménagement n'avait pas besoin d'autres instructions.
Il a sifflé sèchement à ses hommes, « Très bien, les gars. Vous avez entendu le monsieur. On remballe. On s'en va. » Ce qui a suivi fut la scène la plus humiliante et frénétique que j'ai jamais vue. Corentin, dépouillé de son arrogance et faisant face à la menace très réelle des menottes, a commencé à saisir frénétiquement des cartons sur la pelouse et à les refouler dans le camion. Il transpirait à travers ses vêtements, ses mains tremblant si fort qu'il a laissé tomber une boîte de vaisselle, le bruit de la porcelaine cassée résonnant sur l'allée. Walter, l'homme qui avait dirigé notre famille d'une main de fer, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ses épaules étaient affaissées. Sa poitrine était rentrée. Il a ramassé sans un mot la valise à fleur de lorette et a traîné les pieds jusqu'à la mini-fourgonnette, les yeux rivés sur le gravier tout du long. Son autorité avait disparu. Il avait été sévèrement réprimandé par un autre homme, un officier de la loi, et il n'avait absolument aucune défense. Lorette sanglotait ouvertement. Elle se tenait près de la porche, les mains couvrant son visage. Elle pleurait non pas pour moi, mais pour l'échec catastrophique de son enfant d'or. Toute la vie de Corentin n'était qu'un mensonge, et les dommages collatéraux la frappaient enfin. Elle a essayé de m'approcher une dernière fois, faisant un pas hésitant en avant. « Victor, s'il te plaît, où sont-ils censés aller ?» Je l'ai regardé, ressentant un étrange sentiment de détachement. « Je ne sais pas, maman, mais ils ne restent pas ici. » Elle s'est détournée, vaincue, et est montée sur le siège passager de la mini-fourgonnette. En moins de 12 minutes, le camion de déménagement a claqué ses portes arrière et a quitté l'allée en grondant, laissant un nuage d'échappement derrière lui. Corentin est monté dans sa Porsche louée, refusant tout contact visuel avec moi. Walter a conduit la mini-fourgonnette avec les enfants. La procession de la honte a lentement quitté ma propriété. Le shérif Langlois a attendu que le dernier véhicule tourne sur la route principale. Il s'est approché de moi, me tendant une carte de visite. « Les conflits familiaux sont la partie la plus laide de ce métier, mon garçon, a-t-il dit doucement. Vous avez bien fait de tenir bon. S'ils reviennent, vous m'appelez directement. N'hésitez pas. » Je lui ai serré la main, le remerciant pour son professionnalisme. Alors que sa voiture s'éloignait, me laissant complètement seul sur mon allée, une immense et accablante vague de soulagement m'a envahi. La forteresse avait tenu bon. La bataille était terminée. Mais la guerre n'était pas complètement finie. Je connaissais ma famille. Je savais que les « singes volants » recevraient bientôt une version fortement éditée et victimisée des événements de la matinée. Corentin appellerait sans aucun doute tante Béatrice et cousine Patricia, affirmant que j'avais soudoyé la police ou menacé sa vie. Je devais brûler le faux récit jusqu'aux fondations avant qu'il ne puisse se propager. Je suis entré, me suis versé une forte tasse de café noir et me suis assis à mon îlot de cuisine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le grand chat de groupe familial élargi. Il y avait 34 membres. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel. Je n'ai pas défendu mon caractère. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. J'ai téléchargé le PDF de l'avis d'expulsion ordonné par le tribunal de Corentin. J'ai téléchargé le PDF du dossier de saisie automobile. J'ai téléchargé une photo de mon acte de propriété officiel. Et enfin, j'ai téléchargé la vidéo de la caméra de sécurité du shérif Langlois menaçant d'arrêter Corentin pour avoir présenté de faux documents et déposé un faux rapport de police. J'ai tapé un seul message concis sous les fichiers, pour tous ceux qui se demandent pourquoi Corentin et ses parents se sont vus refuser l'entrée chez moi aujourd'hui, voici la vérité. Corentin est en faillite, expulsé pour non-paiement, et sa voiture est saisie. Il a menti sur le financement de ma maison et a tenté de contrefaire un document légal pour voler ma propriété. Tout harcèlement ultérieur à ce sujet sera transmis à mon avocat. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai regardé les accusés de lecture arriver. Un par un, les petites icônes sont apparues en bas de l'écran. J'ai regardé les gens qui m'avaient traité de monstre, de matérialiste avide et de frère cruel ouvrir les fichiers. Le chat est devenu complètement silencieux. Personne n'a tapé. Personne ne l'a défendu. 2 minutes plus tard, une notification est apparue à l'écran, tante Béatrice a quitté le groupe. Cousine Patricia a quitté le groupe. Les « singes volants » se sont dispersés. La vérité était trop indéniable, trop brutale et trop documentée pour qu'ils puissent la contester. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai posé sur le comptoir et j'ai pris une longue gorgée de mon café. Le silence dans ma maison n'était plus solitaire.
Il était victorieux. L'enfant d'or avait été entièrement démasqué, et les facilitateurs avaient été réduits au silence. Le cycle toxique était enfin brisé. Pendant 3 mois entiers, je n'ai pas entendu un seul mot de ma famille immédiate. Le silence était absolu. Pas d'appel manqué le dimanche après-midi, pas de SMS passif-agressif, pas de demande d'argent. C'était la plus longue période de paix que j'ai connue en 33 ans d'existence. Pendant ce temps, je ne me suis pas contenté de me détendre. Je savais que les dégâts qu'ils avaient infligés à ma psyché étaient profonds. Alors, j'ai agi. J'ai commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes 2 fois par semaine. Je m'asseyais sur une chaise en cuir confortable dans un bureau calme et je déballais 3 décennies passées à être l'enfant invisible et exploité. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que je n'étais pas responsable de sauver des gens qui essayaient activement de me noyer. J'ai appris que fixer des limites n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de légitime défense. Pendant que je guérissais, la réalité de la situation de Corentin écrasait enfin mes parents. Par l'intermédiaire de mon cousin Kevin, j'ai entendu des bribes des conséquences. Le shérif avait en effet expulsé Corentin le lendemain de l'incident de l'allée. La société de leasing avait retrouvé sa Porsche et l'avait remorqué au milieu de la nuit. Sans argent, sans crédit, et ses mensonges exposés à toute la famille élargie, Corentin n'avait nulle part où aller. Lui et ses 2 enfants avaient emménagé dans la petite maison de banlieue de mes parents, à 3 chambres. Walter et Laurette goûtaient enfin à la réalité dont ils avaient protégé Corentin toute sa vie. Ils étaient entièrement responsables financièrement d'un homme de 30 ans qui refusait de trouver un vrai travail, en plus de nourrir et loger 2 jeunes enfants. Leurs économies de retraite, déjà épuisées par son désastre crypto, diminuaient rapidement. L'enfant d'or n'était plus un visionnaire. Il était un fardeau massif et étouffant. Le point de rupture est arrivé fin octobre. J'étais assis sur ma terrasse en cèdre, regardant les feuilles d'automne flotter à la surface du lac quand mon téléphone a vibré. C'était un email de Walter. La ligne d'objet disait simplement « Veuillez lire de papa ». J'ai ouvert l'email, m'attendant à un autre voyage de culpabilité, mais le ton était complètement différent. Il était dépouillé de toute arrogance, de tout droit et de toute autorité. C'était l'email d'un homme brisé. Victor, lisait-on, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Ce que nous avons fait est impardonnable. Ta mère et moi avons passé les 3 derniers mois à vivre avec les conséquences de notre aveuglement. Corentin nous a tout pris, et il en veut encore plus. Nous voyons clairement maintenant ce que tu as toujours vu. Nous t'avons traité horriblement. Nous avons tenu ton travail acharné pour acquis et avons essayé de sacrifier ton succès pour ses échecs. Nous sommes épuisés, Victor. Nous sommes tellement désolés. Nous voulons juste te revoir. Nous voulons retrouver notre fils. S'il te plaît, s'il te reste de la place dans ton cœur, laisse-nous parler. J'ai lu l'email 3 fois. La validation que j'avais tant désirée toute mon enfance me regardait enfin depuis l'écran. Ils admettaient qu'ils avaient eu tort. Ils admettaient que Corentin était un parasite. Ils admettaient que mon succès était le mien. Mais la thérapie m'avait appris que des excuses sans changement de comportement ne sont que de la manipulation. Je n'allais pas me jeter dans leurs bras juste parce qu'ils étaient fatigués de gérer le monstre qu'ils avaient créé. La dynamique du pouvoir avait définitivement changé. Je n'étais plus le fils subordonné cherchant leur approbation. J'étais le maître de ma propre vie et je détenais toutes les cartes. J'ai pris mon temps pour rédiger ma réponse. J'ai tapé avec une précision froide et calculée. Papa, j'accepte tes excuses. Cependant, notre relation ne redeviendra jamais ce qu'elle était. Si toi et maman voulez faire partie de ma vie à l'avenir, voici mes conditions non négociables. Premièrement, vous ne me demanderez jamais un seul euro pour soutenir Corentin, et vous ne suggérerez jamais que je l'aide. Deuxièmement, Corentin est banni de ma propriété. Il n'est pas le bienvenu chez moi, jamais. Troisièmement, ma maison est mon sanctuaire. Vous n'arriverez jamais à l'improviste et vous respecterez ma vie privée complètement. Si vous pouvez accepter ces conditions, nous pourrons déjeuner en ville le mois prochain. Si vous les violez ne serait-ce qu'une seule fois, la porte se fermera pour toujours. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti aucune hésitation. J'étais en train de fixer les termes de l'engagement, érigeant une immense clôture d'acier autour de ma tranquillité d'esprit. La réponse est venue moins de 5 minutes plus tard.
C'était une seule phrase de Walter. Nous acceptons toutes vos conditions complètement et sans question. Merci, Victor. Le basculement du pouvoir était complet. Je les avais forcés à me respecter, non pas en le suppliant, mais en l'exigeant et en le soutenant par des conséquences absolues. Ils avaient appris à leurs dépens que l'enfant invisible était devenu un homme qu'ils ne pouvaient pas briser. Le processus de guérison a été lent, maladroit et fortement surveillé. J'ai rencontré Walter et Laurette pour déjeuner dans un restaurant public neutre quelques semaines après l'échange de mai. Ils avaient l'air plus âgés, plus fatigués et portaient le lourd fardeau de s'occuper de Corentin à temps plein. Ils étaient prudents avec leurs mots, me traitant avec un niveau de respect qui frôlait le formel. C'était étrange, mais c'était sain. Ils ont posé des questions sur mes projets d'estimation CVC, ont écouté attentivement et n'ont pas mentionné mon frère une seule fois. Fin novembre, nous avions établi une connexion fragile mais stable. J'ai décidé de tâter le terrain et les ai invités à organiser Thanksgiving à la Villa Lacustre. C'était un pas énorme, une réappropriation de l'espace qui avait failli être le théâtre d'une guerre familiale. Le jour de Thanksgiving est arrivé, vif et froid. Quand la voiture de Walter et Laurette est entrée dans l'allée de gravier, il n'y avait pas de camion de déménagement derrière eux. Il n'y avait pas de frère prétentieux exigeant l'accès. Il n'y avait que ma mère tenant une tarte fraîchement cuite et mon père portant une bonne bouteille de vin. Le contraste entre ce rassemblement et la désastreuse pendaison de crémaillère était comme le jour et la nuit. Walter n'a pas fouiné dans mon bureau. Il n'a mesuré aucun mur. Quand il a voulu regarder le match de football, il m'a en fait approché dans la cuisine et a poliment demandé « Victor, est-ce que ça irait si j'allumais la télévision du salon ?» C'était un petit geste, mais il signifiait tout. C'était une reconnaissance explicite que c'était mon domaine, mon royaume et mes règles. Il respectait mes limites parce qu'il comprenait enfin le coup brutal de les franchir. Corentin, bien sûr, était absent. Il passait les vacances à manger des restes réchauffés au micro-ondes dans le sous-sol de mes parents, blâmant toujours le monde pour ses échecs, attendant toujours un renflouement qui ne viendrait jamais. Il avait essayé de voler mon succès, et ce faisant, il s'était complètement aliéné de la seule personne capable de l'aider vraiment. Après le dîner, ma mère et moi nous sommes tenus sur la terrasse en cèdre, emmitouflés dans de lourds manteaux, regardant les derniers rayons du soleil plonger sous la surface du lac. L'eau était parfaitement calme, reflétant les violets profonds et les oranges du ciel. C'est magnifique ici, Victor, a dit doucement Laurette, son souffle créant de petits nuages dans l'air glacial. Tu t'es bâti une vie merveilleuse. Tu as gagné chaque parcelle de celle-ci. Je suis tellement désolé que nous ayons failli tout gâcher. J'ai regardé l'eau, ressentant une profonde sensation de paix s'installer dans mes os. Tu n'as rien gâché, maman, ai-je répondu, ma voix ferme. Tu m'as juste forcé à la protéger. Cette nuit-là, en verrouillant les peines dormants électroniques et en activant le système de sécurité, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important. L'amour d'une famille nous est souvent vendu comme un lien inconditionnel et sans limite. On nous apprend que le sang signifie que nous devons tolérer les abus, le vol et le manque de respect. Mais c'est un mensonge. Le véritable amour exige le respect. Et le respect ne peut exister sans limite. Ma villa lacustre n'était plus seulement un investissement financier ou un symbole de statut. C'était un monument physique à mon estime de soi. J'avais combattu pour mon espace. J'avais fait face à l'égocentrisme toxique de ma propre chair et de mon sang, exposé leurs mensonges et tenu bon face à une pression immense. J'ai refusé de laisser mon travail acharné devenir un filet de sécurité pour un narcissique. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les membres toxiques de sa famille est de les laisser tomber. De les laisser faire face aux conséquences de leurs actions. De les laisser toucher le fond sans votre soutien financier pour amortir le coup. C'est le seul moyen pour qu'ils apprennent. Et plus important encore, c'est le seul moyen pour que vous surviviez. Mon nom est Victor. Je suis estimateur CVC. Je travaille dur pour mon argent. Je protège ma paix. Et mes portes ne s'ouvrent que pour ceux qui respectent le sol sur lequel ils marchent.